merci beaucoup Amel pour cette invitation. Comme je le disais tout à l'heure, moi je connaissais de l'Anigra il y a déjà quelques années, je n'en bois plus évidemment, plus la bouteille avec ce liquide blanchâtre. Et j'ai découvert ce lieu il y a à peu près un an, grâce entre autres à Jean-Marc Taillon et Garance Capati qui est ici, et que je remercie de nous avoir fait confiance. Jean-Benoît Lallemand, l'artiste dont on présente le travail à la galerie juste à côté d'ici, Julio González. Et j'en profite pour remercier aussi Gilles Alvarez, qui est le directeur artistique de la Biennale Nemo. Et vous verrez que dans cette plaquette, il y a je ne sais pas combien d'événements, mais il y en a vraiment beaucoup. Et donc ça recense à peu près tous les événements qui font partie, qui structurent cette Biennale internationale des arts numériques sur la région Île-de-France. Ça a commencé il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, et ça continue pendant encore 2-3 mois. Donc il y a évidemment Arcueil, Gentilly, mais après ça descend plus au sud à Saclay, ça remonte au nord, ça va à l'est, ça va à l'ouest. Et il y a déjà même aussi un événement à la gare de Lyon, si vous y passez. Un artiste qui s'appelle Socano, une grosse expo, 104, enfin, etc. Donc n'hésitez pas à partir avec, à jeter un œil, et vous verrez qu'il y aura forcément un événement qui peut vous intéresser. Alors, comme tu disais, Amel, moi, ce qui m'intéresse, c'est, on va dire, l'art contemporain numérique, digital. C'est des mots, l'un remplace l'autre, mais ça veut dire la même chose. Et en effet, j'ai déjà publié un livre qui s'appelle Art contemporain, nouveaux médias, pour dire qu'il y a une interpénétration de l'un et l'autre, un autre après une résidence dans une autre banlieue à Montreuil, à la maison populaire qui s'appelle Art numérique en résonance, et le prochain, j'avais mon éditeur tout à l'heure au téléphone qui m'a promis une sortie le 1er mars, donc je reviendrai peut-être à cette occasion, on verra. En tout cas, pour l'instant, je vais vous parler. Je me suis trompé de présentation, excusez-moi une seconde. Je vais vous parler, j'en ai mis une autre, pardon. Il faut juste que j'aille, excusez-moi, j'en ai pour une seconde. Et elle est ici. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Ici, je vérifie un truc. Voilà. OK. Celle d'aujourd'hui, c'est celle-là. Pardon. Donc, excusez-moi. Voilà. Ça, c'est la bonne. Donc, l'art au-delà du digital, quand je dis au-delà, ça ne sous-entend pas que le digital, c'est hier, mais on peut considérer que la révolution numérique, dans ce qu'elle a véritablement commencé à changer de nos sociétés, on va dire que c'est déjà passé, même si on va vivre encore énormément d'évolutions, de bouleversements liés à ces cultures, à ces pratiques, à ces usages, aux technologies qui en sont les conséquentes. Donc j'envisage l'art au-delà du digital, c'est une façon de m'intéresser aux œuvres, non pas pour leur qualité digitale, mais pour ce que peut-être le digital nous permet de comprendre de la société dans laquelle on vit. Ce qui est d'ailleurs le cas dans l'usage du digital par Jean-Benoît Lallemand, qui nous parle de la société dans laquelle on vit. Et je vais commencer, j'ai 5 chapitres, et le premier chapitre, c'est pour dire, finalement, ces artistes utilisant des technologies d'aujourd'hui, puisque les artistes ont toujours utilisé des technologies de leur temps, s'inscrivent certainement dans la continuité de ce qui s'est passé au préalable. Donc dans la continuité de l'histoire de l'art. Et là, je commence avec une artiste qui s'appelle Orlan, que vous pourriez connaître pour ses implants, que vous pourriez connaître pour ses performances, ses photographies et autres œuvres. Elle a fait une première performance dans les années 70, d'une lenteur extrême à Saint-Étienne, puisqu'elle est originaire de Saint-Étienne, où elle allait d'un point A à un point B en marchant très lentement. Je pense qu'il y avait très peu de public. Et une autre performance où elle est qui est très connue quant à elle, c'est mesurer les institutions, le musée d'art moderne de la ville de New York, en se couchant par terre, en se relevant, en se couchant, en se relevant, en se couchant, et en disant à la fin, votre musée mesure 47 Orlan. Et ça, c'est une... donc il y a l'unité Orlan, évidemment féministe, qui impose à ce qu'on écrive son nom en capitale, comme le fait aussi une autre artiste allemande qui s'appelle Vali Export. Et ici, c'est une forme de synthèse de plusieurs de ses travaux,
et qui renvoie aussi à l'histoire de l'art. Je vais fermer ça, voilà. Qui renvoie à l'histoire de l'art, et la voici, cette vidéo où Orlan ne performe plus devant le public, mais elle performe dans l'image. Donc là, on la voit dans une relative lenteur, ici se coucher, peut-être là aussi ou se relever, là se baisser, elle va se relever, et en réalité, on devine ici qu'elle est en train de ce point-là à celui-là, de mesurer possiblement une institution, même si là, son corps est reconstitué en 3D, après avoir confié son corps à un scanner semblable à ceux avec lesquels on scanne les sportifs, par exemple, pour être, on va dire, modélisé. Et les points de couleur sont les plans, ici les implants, pardon, qui font partie de son corps sous-cutané, mais aussi des outils de mesure pour mesurer son flux sanguin, etc. L'idée étant de faire Orlan d'elle-même une Orlan en écorché. Et l'écorché, c'est intéressant parce que ça nous renvoie à l'histoire de l'art, ça nous renvoie notamment à Léonard de Vinci, qui, voulant mieux comprendre le corps humain, pour mieux peindre le corps humain, allait sous la peau, et on dit qu'il disséquait la nuit des cadavres que peut-être avaient été empruntés, voire même subtilisés, et ce n'était pas tout ça très officiel, et ça a mis longtemps avant que dans des écoles on puisse disséquer des cadavres. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle mentionne aussi d'ailleurs à Maison-Alfort, il y a des écorchés, ce qu'on appelle un écorché, c'est sans la peau. Il y a des écorchés, mais en général, elle nous fait remarquer, étant féministe, que ce sont en général des hommes. Donc à la fois féministe, c'est un écorché femme, et ensuite, c'est un écorché à l'ère du numérique. C'est-à-dire que Orlan pourrait être évidemment ici, nous n'en aurions en écorché que la représentation. Elle nous dit aussi que finalement, il y a une forme là d'impudeur la plus totale, et que peut-être finalement, ce qui pourrait être le plus choquant, ce n'est pas la nudité, mais c'est même être au plus près des muscles, au plus près des chairs, et que peut-être là, elle nous dit aussi que s'il y avait un jugement sur pudeur, non-pudeur, ce serait plutôt celui lié au regard du spectateur plutôt qu'à celui qui prend la pose comme ici. Donc ce qui m'intéresse là, c'est de faire des références dans cette partie à l'histoire de l'art. Ici, je remonte à Vinci, mais dans l'usage de scanners 3D, de modélisation 3D, d'animation, c'est-à-dire d'outils de représentation qui sont résolument contemporains, mais pour des questions qui finalement ont près de 5 siècles d'histoire. Alors je vais comme ça avancer, là on est sur une autre pièce, et puis je vais passer ici à une seconde pièce. D'ailleurs c'est intéressant puisque Jacques Perconte, pour cette forme de cinéma étendu, était en performance avant-hier au générateur avec un performeur audio, sachant que lui en général fait l'image, et il fait des films. Et ce que j'aime dans ces films de Jacques Perconte, que lui d'ailleurs considère comme étant des films, il y a longtemps que je lui ai dit que pour moi c'est de la peinture. Si j'arrête ici, il y a quelque chose, il y a une matière qui est très picturale. Évidemment, là c'est filmique parce que c'est dans la durée. Alors là, on pourrait reconnaître ce qu'il a certainement filmé au large de je ne sais trop où, une mer, un océan, des vagues. Mais il y a quelque chose, les vagues sont encore plus liquides ou liquéfiées que d'ordinaire. Et en même temps, ça fait appel ici à une forme d'expression qui s'appelle le data moshing, c'est-à-dire comment obtenir par l'erreur de nos dispositifs vidéo cette espèce de caractère un peu délavé. Ici, l'œuvre est délavée 2 fois, liquéfiée 2 fois, c'est-à-dire dans l'image filmée, mais dans une forme d'erreur qui est liée à la machine. Et là, en fait, c'est une façon de dire aussi qu'il y a chez les artistes un intérêt pour l'erreur que peut-être il n'y a pas dans d'autres domaines d'activité. Il n'y a bien d'ailleurs que l'art où l'erreur peut faire œuvre. Et ici, c'est une forme d'erreur à demi contrôlée par l'artiste qui donne quelque chose comme ça d'un peu liquide, un petit peu comme quand on regarde la télévision et que tout à coup, passant d'un programme à un autre, il va y avoir un... et quelque chose qui va se liquéfier dans l'image. Donc en fait, ce qui parfois nous dérange, moi ça m'arrive chez moi avec Numéricable, des fois j'ai des chaînes, ça m'énerve, je change de chaîne, là c'est ce que recherche l'artiste. Donc finalement, ce qui nous gêne,
est ce qui intéresse l'artiste dans cette forme de cinéma qu'on pourrait qualifier d'étendu ou d'une autre forme de cinéma. Alors là, je passe à deux artistes, Caroline Teunis et Bram Snijders, qui sont deux artistes néerlandais. C'est une œuvre de 2010. Dans mon prochain livre, comme dans cette conférence, vous n'y verrez quasiment que des œuvres assez récentes, allant, on va dire, de globalement 2005 à 2015. C'est une façon de documenter par des œuvres contemporaines le monde dans lequel on vit. Et ici, c'est une référence aux pratiques vidéo. Si on regarde l'art vidéo, on peut considérer que l'art vidéo naît d'une caméra, quasiment, de chez Sony, qui s'appelle la Portapak, qui est tout particulièrement portable et assez abordable. Mais c'est aussi une époque où on va voir émerger l'autofilmage, la boucle, le circuit fermé, filmé. Nam Yoon Paik va filmer un Bouddha qui regarde la caméra, qui est dans l'écran, qui regarde la caméra, qui fait comme ça des boucles assez étranges. Et ici, c'est une autre forme de boucle, mais à l'ère de l'usage du vidéoprojecteur, qui est une innovation du monde de l'entreprise pour montrer des graphiques à colonnes et s'auto-féliciter de ces courbes constamment montantes des business et des profits. En fait, les artistes ici le détournent pour nous montrer le maillage 3D qui aurait pu le précéder, c'est-à-dire le maillage 3D ici qu'auraient pu dessiner des designers avant même de produire en usine l'objet vidéoprojecteur. Et on va voir ici pourquoi je fais la référence à une petite erreur façon data washing. On va voir aussi ici pourquoi je fais la référence à la boucle, puisque le vidéoprojecteur, avec un système de miroir, projette sur lui-même de la lumière. La lumière qu'émet le vidéoprojecteur est reçue par le vidéoprojecteur. Le vidéoprojecteur à la fois émet la lumière et reçoit la lumière. Il est le projecteur cinématographique et il est l'écran en même temps. C'est pour ça que je trouve cette œuvre, finalement, ce n'est jamais que exposer un vidéoprojecteur comme celui-là, semblable à celui-là, mais qui, avec un système de miroir, fait œuvre de la grille qui aurait pu le précéder. C'est pour ça que je trouve à la fois cette œuvre d'un presque rien qui se liquéfie, ici encore une fois, et qui s'appelle refaire, et que je trouve très très symbolique d'une forme d'art vidéo à l'ère du numérique, du vidéoprojecteur et de cette capacité que l'on a à plaquer des textures, de la lumière, comme on le fait en mapping dans les villes, transformées par les artistes contemporains usant des technologies du numérique en leur atelier grâce au vidéoprojecteur semblable à celui-là, ou peut-être un peu plus puissant quand c'est à Nuit Blanche ou quand c'est à la Fête des Lumières de Lyon. Donc là, on comprend qu'il y a des miroirs qui font que ce qui reçoit est aussi ce qui émet. Donc on a finalement une forme de boucle qui n'est pas tout à fait la même boucle de circuit fermé que celle de l'origine du jeu vidéo, mais qui n'en est pas loin. Et puis je continue comme ça, donc on va voir comme ça une bonne vingtaine d'exemples qui sont organisés selon des catégories. Ici, je continue à faire référence à l'histoire de l'art au travers de ce qu'on appelle l'art cinétique. Il y a un grand artiste de l'art cinétique qui habite pas très très loin d'ici, qui s'appelle Julio Leporc, et qui habite, je ne me rappelle plus, mais Cachan, merci. Là, ce sont des artistes, un collectif bruxellois. Qui dit bruxellois, néerlandophone, germanophone et francophone, et qui ont été dans une gare chercher dans quelques cartons des afficheurs qui étaient dans nos gares il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y avait un gros problème de bug à la gare Montparnasse hier soir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été affectés, moi j'étais chez moi, mais j'ai entendu dire que c'était aussi un problème d'affichage et que bientôt ça allait être réglé avec les écrans. En effet, à la gare du Nord, l'écran à afficheur comme ça a été remplacé par un écran à LED qui a été remplacé par des moniteurs vidéo semblables à ceux qu'on a dans nos appartements. Et ça va tout résoudre, sans doute. En tout cas, moi j'aimais bien ces afficheurs, ce bruit qu'ils faisaient, ces afficheurs d'un autre temps, ces afficheurs d'hier finalement. On s'en rappelle, à Gare du Nord, moi j'ai l'impression que c'était hier, c'est il y a quelques années, qui étaient des flip-flaps et qui sont capables de montrer de A à Z, de 0
à neuf. Donc on va voir ici une œuvre qui s'articule autour de l'usage, du détournement, de la réutilisation, un peu à la manière d'Armand chez les nouveaux réalistes, qui réutilise des objets qui n'étaient pas destinés à cet effet, du signal à son bruit, signal to noise. Ici on les voit de l'extérieur et là on les voit de l'intérieur. Et en réalité, la machine ici, avec une mémoire, avec une capacité de calcul, est en train d'essayer d'écrire une phrase. La phrase, possiblement, c'est « Hello World ». « Hello World », phrase devenue célèbre depuis les années 80, où Kerrigan a écrit un livre qui s'appelle « The C Programming Language ». Et dans son livre, il conseillait aux programmeurs à tester leur programme avec ces deux mots « bonjour tout le monde ». Façon de dire, le programme dans un langage très hermétique pour les humains, finalement devait dire bonjour au monde. Donc là, la machine dit bonjour au monde en écrivant Hello World. La plupart du temps, elle écrit des choses improbables et peut-être que parfois il y a un mot qui est écrit dans une autre couleur. Ça, c'était par les labos à Toronto. Alors, je continue avec un artiste qu'on a vu il n'y a pas longtemps, justement au 104, et qui s'appelle Zimoun, et qui a une pièce, c'est intéressant, parce que j'ai eu un débat comme ça avec lui et avec les labos, à propos des titres de ses œuvres. Prepared DC Motors, Cotton Balls, Cardboard Boxes. C'est très descriptif. Des cartons, des bouchons, des moteurs, ça tourne. Il nous dit ce que c'est, le titre ne fait que de le décrire. Mais finalement, me remarquait-il, lui et les labos, comme certains artistes, comme par exemple Vasarely, qui pouvaient donner des titres d'œuvres qui nous disaient ce qu'il y avait dans la peinture, dans le tableau. Alors ça, c'est intéressant parce qu'ici, on est sur des pratiques soniques. J'ai évoqué l'image, j'évoque là le son, mais pas le son seulement. On pourrait aussi ici réévoquer une forme néo-cinétique dans la continuité du travail de Rouly-le-Parc, puisqu'il s'agit ici aussi de mouvement. Et on va voir ici que un bouchon, une tige, un moteur, et qui tourne pour frapper comme ça un carton, ça serait bien ennuyeux. Si on en met 10, si on en met 50, si on en met 200, ça peut devenir tout à fait étrange. Là, on n'a que le son de mon ordinateur, mais il faut s'imaginer immergé dans une pièce grande comme celle-là, où tout autour de soi, chaque bouchon fait son bruit. Et où ici, finalement, on entend des espèces de motifs, de patterns. Et à un moment donné, notre conscient, subconscient, intelligence, peu importe, va essayer de se caler sur un son ta-ta-ta-ta-ta, ou ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta, ou ta-ka-ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta. On a envie de lire quelque chose, de lire comme une partition, alors que finalement, ce n'est qu'un chaos. Mais dans le chaos de la pluie, forte pluie d'été sur une véranda, on va comme ça essayer à un moment donné d'y trouver une musique, une musicalité. C'est exactement le travail de Zimoun, où finalement il n'est question ici que d'une forme de hasard, si peu contrôlée par l'artiste, mais qui peut nous renvoyer à la pluie, à la grêle, à une forme d'art qui est celui des moteurs, qui va devenir celui des moteurs contrôlés par les ordinateurs. Nous y arrivons avec ce temps que je baptise changement d'échelle, tout simplement parce que notre monde a changé d'échelle plusieurs fois quand on a commencé à faire des cartes, quand on a trouvé d'autres continents, et puis peut-être certainement quand on s'est extrait de la pesanteur pour regarder en bas en allant sur la Lune et pour dire oh, la Terre est toute petite et elle est bleue, the blue marble. Et on a commencé à avoir un sentiment écologiste à partir de ce moment où on a vu que notre Terre n'était pas si grande. Le changement d'échelle, c'est aussi regarder sur Google Maps, comme je faisais tout à l'heure, et avoir le monde entier dans le creux de ma main pour juste trouver ou retrouver Anigra. Donc nous vivons dans un changement d'échelle et je vais documenter ou montrer des œuvres qui documentent ce changement d'échelle, notamment de Clement Valla, qui s'appelle Postcard carte postale depuis Google Earth. L'artiste qui remarque qu'allant sur Google Earth, où on voit notre planète photographiée de partout, ou presque, il y a encore sans doute des endroits dans le monde où les
voitures de Google où les satellites peut-être ne peuvent pas accéder, n'accèdent pas, mais globalement, la plus grande base de photographie au monde aujourd'hui, c'est celle de Google. Et l'artiste a remarqué, en se perdant sur Google Earth, qu'il y a des moments où la machine, le dispositif automatique, repère qu'il y a une route, repère qu'il y a une vallée, mais fait ce qu'elle peut, la machine, et nous fait comme ça des espèces d'accidents. Et ce qui est fabuleux, c'est que l'artiste en a repéré un certain nombre. Et si vous allez sur son site, eh ben, il y a des accidents, des accidents, des accidents. Et encore une fois, l'accident fait œuvre. L'incapacité de la machine à représenter le monde comme on s'attend à ce que la machine le représente, fait œuvre. Le monde se liquéfie. Ce qui nous renvoie possiblement à Paul Virilio, qui nous disait déjà il y a 20 ans que, inventant le bateau, le navire, nous inventons le naufrage, l'avion, la catastrophe aérienne, le réseau, la catastrophe globale. Ne sommes-nous pas ici devant une forme de catastrophe globale où le monde s'est liquéfié de partout, tout simplement du fait qu'on l'ait interconnecté de partout et pour tous, pour le meilleur et peut-être pour le pire. Pour le pire, quand il y a un krach boursier à New York, il résonne à Shanghai en quelques microsecondes. Il s'appelle Clément Valla, il est français, il vit à New York et plus précisément Brooklyn. Stefan Tiefengraber, lui, il est autrichien et il a créé une œuvre qui nous parle aussi du monde dans lequel on vit, du monde de serveurs. On ne cesse pas de nous vendre le cloud, mais le cloud, c'est des serveurs qui font du bruit, qui doivent être refroidis, qui sont dans des gros data centers et qui doivent être constamment refroidis par des centrales nucléaires ou des barrages sur des rivières ou des fleuves. Et ici, en fait, c'est une œuvre participative, User Generated Server Destruction, enfin participative. On parle ici de l'ubiquité. On a capacité à être nous, ailleurs, en même temps, ou d'agir sur l'ailleurs. Et en effet, cette œuvre fait que l'artiste nous propose, au travers d'un serveur, d'agir sur le serveur lui-même. C'est-à-dire que l'ordinateur, il pourrait être ici. On pourrait se connecter à l'ordinateur depuis chez nous et l'activer. Et en réalité, l'activer comment ? Autour du serveur, l'artiste a mis des moteurs encore, des marteaux, comme on les connaît, et qui remontent. Et quand on les relâche en cliquant à distance sur « relâche les marteaux », c'est le serveur lui-même sur lequel il y a un bouton « relâche les marteaux » qui risque d'être détruit. Finalement, on offre la possibilité aux spectateurs de détruire ce qui fait œuvre. Et en rechange, à côté, il y a d'autres serveurs qui ne sont pas œuvres, qui viennent de chez Darty, ou de la Fnac, ou d'ailleurs, ou d'Amazon, mais qui feront œuvre quand ils replaceront celui qui a été détruit et qui sera placé, remisé. Donc il y a ici un travail comme ça sur la part de responsabilité du spectateur participant. Dois-je m'interdire d'agir ou dois-je agir au risque de détruire l'œuvre puisque l'artiste m'y encourage ? Il y a comme ça des boucles assez étranges par ces artistes qui utilisent les technologies de leur temps. Alors ça, c'est une pièce d'Émilie Brou et de Maxime Marion. Il y a des gens ici qui pourraient reconnaître l'image. Cette image, elle est extrêmement connue de Émilie Brou, Maxime Marion, Bliss, la colline verdoyante. En réalité, il y a un photographe qui, dans les années 80-90, a pris une photo d'une colline dans la Napa Valley, cette vallée aux États-Unis, côte ouest, où on fait du vin qui est plutôt pas mauvais. Ça, c'est celle qu'on connaît. Ça, c'en est une autre. En fait, ils ont pris plusieurs images se référant à une image originelle, celle de ce photographe. Pour ceux qui ont travaillé peut-être encore aujourd'hui ou il y a quelques années sous Windows, ils ont eu quotidiennement cette image de fond d'écran, sauf s'ils l'ont changé. C'est certainement le paysage le plus connu au monde, bien devant les paysages de Van Goyen, Van Ruysdael, Eugène Boudin, William Turner et tant d'autres.
C'est le paysage le plus connu du fait que Windows, Microsoft, l'a utilisé comme fond d'écran. Les artistes ont été chercher celui-là et les autres, celui d'après, celui d'avant. En fait, ce paysage, cette colline verdoyante, au fil des années, dans la Napa Valley, est devenu vigne. Donc ici en bas, on a, pour ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo, une interprétation de la colline verdoyante en fusion avec les autres, avec une sorte de tirage lenticulaire où on voit plusieurs images en une même image. Ici, c'est avec le jeu Minecraft où on peut reconstituer des paysages. Donc ça, c'est une pièce où, en la regardant d'un côté ou d'un autre, on va avoir différentes images en une seule. D'Émilie Broun, Maxime Marion, et une image résolument iconique et médiatisée par Microsoft. Cette pièce-là, c'est une pièce sur l'identité de Grégory Chatansky que j'ai présentée il y a quelques jours encore à la Cité internationale des arts. L'artiste, Grégory Chatansky, constatant qu'il y a une part d'injustice, quand Kim Kardashian, dans un Starbucks, boit un café, dark roast, pose son gobelet, fait une photo, la met sur Instagram. Dans la minute qui vient, il y aura 10 000 likes. Et moi, quand je fais ça, si j'en ai un, je suis très heureux. C'est parce que je l'ai demandé à un étudiant. Le monde est injuste. Ce n'est pas cette injustice qui l'a intéressé, c'est cette fascination qu'on peut avoir pour quelqu'un, peut-être célèbre. D'ailleurs, on parle un peu ici de célébrité, Kim Kardashian, et on en reparlera tout à l'heure. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit un programme pour aller chercher sur Instagram des dizaines et des centaines, peut-être même des milliers d'images de Kim Kardashian pour les fusionner les unes aux autres, pour les extruder avec un logiciel qui sert au prototypage de jeux vidéo et nous donner à voir une peau parfaite, c'est le titre de l'œuvre, Perfect Skin, et où on est ici dans un monde de monts et de vallées, un petit bug de liquéfaction comme tout à l'heure, de monts et de vallées, et où il n'est ici que d'elle, question que d'elle, de Kim Kardashian, avec sa part de monstruosité, comme ça, de cette peau liquéfiée, un petit peu comme tout à l'heure. Donc c'est un paysage qui était à l'image d'une peau, et d'une peau de l'une de celles le plus observé, le plus suivi aujourd'hui de par le monde, au travers notamment de son compte Instagram. Alors, je continue pour évoquer la question de la célébrité, justement avec deux artistes, Lizzie Fitch et Ryan Trecortin. Ryan Trecortin est un artiste, Lizzie Fitch aussi. Lui s'occupe des vidéos et elle s'occupe plutôt de la scénographie, même s'ils travaillent évidemment ensemble. Ça, c'était au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, mais ça a été aussi exposé à la Biennale de Venise, au Museum of Modern Art de New York. Ces deux artistes, avec ces œuvres-là, ont fait le tour du monde. Et ils ont pour habitude de jouer des scènes entre jeunes à la façon des youtubeurs, en se grimant, où on ne sait plus bien qui est garçon, qui est fille, en s'insultant, hey, you bitch, à longueur de séquences, mais un petit peu comme les téléréalités. En fait, c'est une forme de vidéo à l'ère de la télé-réalité. En fait, il y a des films totalement délirants, un petit peu à la manière de Secret Story et toutes ces émissions de télé-réalité. On se garde bien de les regarder, mais quand par hasard je tombe dessus, je ne peux pas changer de chaîne parce que je les regarde comme tout le monde, et je ne dois pas être le seul ici. Il y a quelque chose comme ça de fascinant dans ces gens qui se mettent en spectacle. Et face à ces spectacles, on est en général dans des univers un petit peu cosy comme ça, avec du mobilier qui vient du revendeur local. Ici, ça serait Ikeda. Dans une autre ville, ça serait un autre fournisseur. On écoute avec des casques et on est dans une situation
face à ces gens qui n'attendent qu'une chose, la célébrité, celle que nous promettait Andy Warhol il y a déjà quelques décennies, où nous vivrons tous nos 15 minutes de célébrité. Le monde a changé. Banksy, l'artiste contemporain, venant de la rue, du graffiti art, nous promet aujourd'hui nos 15 minutes d'anonymat. C'est-à-dire qu'il y a quelques décennies, on nous disait tu pourras devenir célèbre, et aujourd'hui, à l'ère de Facebook, Twitter, Instagram, où on est suivis les uns et où on se suit les uns les autres, peut-être qu'on pourra, dans quelques dizaines d'années, décrocher et devenir anonyme, et peut-être que ça sera notre souhait. On est dans l'entre-deux. Donc je continue, c'est les films qu'il faut regarder après dans la durée, en abordant les problématiques qui sont des problématiques sociétales, au travers d'un artiste qui s'appelle Corey Arcangel, et qui nous renvoie aussi aux standards de la mode, et notamment du prêt-à-porter, dans l'usage des technologies de notre quotidien, et notamment d'un objet qui a tendance à disparaître de notre quotidien, même si on s'en sert encore, mais je pense moins aujourd'hui qu'hier. Le scanner à plat. On s'est tous servi de scanner à plat, on s'en sert encore, mais moins, puisque les fichiers nous arrivent numériquement, on n'a plus besoin de scanner le monde. On est même dans un monde inverse, où on vit une période de rematérialisation du monde avec les Fab Labs et autres imprimantes 3D. En fait, il a commandé, il passe beaucoup de temps, Corey Arcangel, artiste américain, vivant je crois à New York, il passe des nuits entières à naviguer sur Internet, comme beaucoup le font, beaucoup d'artistes d'ailleurs aussi, et il a constaté que chez Lacoste, on était très inspiré. On était très inspiré, possiblement à gauche par Roy Lichtenstein et possiblement à droite par Piet Mondrian. Et on le sait, les designers graphiques regardent aussi du côté du monde de l'art pour aller s'inspirer. Et comme il a trouvé ça intéressant, il les a commandés sur Internet, il les a posés sur son scanner, il les a scannés. Ce n'est donc pas une photographie comme avec un appareil photographique, mais un scanning. Ce n'est pas tout à fait pareil du point de vue de l'usage et de ce à quoi nous renvoient les outils qu'on utilise. Et puis, je les ai présentés à la Maison Populaire de Montreuil. Et c'est rigolo la réaction des gens. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des très jeunes qui reconnaissent tout de suite Lacoste, et puis des moins jeunes qui me demandaient un peu ce que je faisais, si je n'étais pas en train de transformer un centre d'art en magasin. Et en même temps, tout ça a lancé quelques discussions sur le monde dans lequel nous vivons, sur cette espèce de pop ou post-pop artiste ou post-internet artiste, usant de l'internet pour se référant aussi à une forme de pop art, notamment en ce qui concerne Roy Lichtenstein. Alors je continue dans les valeurs de l'entreprise, dans les problématiques sociétales, en continuant ici et en évoquant l'économie et la finance. Ça, c'est une pièce que j'ai découverte dans un premier temps au ZKM de Karlsruhe, en Allemagne, de Christa Sommerer. Elle est autrichienne, Laurent Mignonneau, il est français, et sont duo artistes depuis plus de 20 ans. Et ça s'appelle La valeur de l'art. J'ai vu cette première œuvre au ZKM, je l'ai exposée pendant la FIAC, mais dans une foire alternative, je l'ai exposée en centre d'art, elle a été exposée en galerie. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que les artistes n'ont pas peint cette marine, que je trouve plutôt pas mal. Il y a un autre artiste, Hans-Peter Fillmann, qui est comme ça, a acquis plein de marines et les pose sur un mur, et on est face à un mur de marine peinte par autrui. On ne sait pas qui, on ne sait pas toujours qui. Ici, les artistes ont acheté une marine à peu près à 400, 500 euros. Ont ajouté des composants électroniques, un capteur ici, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un devant, l'œuvre augmente sa valeur d'1 €. Ça veut dire qu'au départ, l'œuvre coûte le prix de l'achat de la peinture, des composants électroniques, le temps qu'ont mis les artistes, et, mettons, mise en vente dans le centre d'art, 943 €, je dis n'importe quoi, mais c'est à peu près ça. Chaque fois que quelqu'un passera devant, elle augmentera sa valeur. N'est-ce pas Duchamp qui nous a dit... N'est-ce pas Duchamp? Ah oui, j'ai pas d'image, excusez-moi. Ouais, j'ai pas d'image.
Pourtant, je pensais en avoir une. Peu importe. Donc, à chaque fois qu'on passe devant, elle, ou à moins que j'ai oublié. Non, pas oublié d'œuvre, je ne pense pas. Ouais, elle est là, elle est derrière. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on passe devant, l'œuvre augmente sa valeur, ce qui fait qu'elle atteint une valeur, finalement, qui va même au-delà de ce qu'un collectionneur pourrait investir. Mais en même temps, c'est intéressant parce que, à l'heure où on se pose la question sur la valeur des œuvres, qui fait la valeur des œuvres? Qui, entre la galerie, le collectionneur, le musée, attribue une valeur à l'œuvre? L'artiste, possiblement, ou une forme de triangulation comme ça? Ben là, c'est le public. Et c'est Duchamp qui nous a dit que c'est le public, le regardeur qui fait l'œuvre. Ici, c'est le regardeur, celui qui observe, qui va donner sa valeur à l'œuvre. Donc là, je continue avec une pièce qui s'appelle The Pirate Cinema, où l'artiste, Nicolas Maigret, sur la question du partage et du don, du partage officiel, du partage non officiel. Ici, l'artiste, avec un programmeur, s'est associé de façon à pouvoir capter en temps réel les flux de ceux qui s'échangent des vidéos non officiellement, pirates. Donc ça donne ici une forme de sampling vidéo où il a considéré les 100 fichiers qui s'échangent le plus et on voit à gauche ici l'adresse de celui qui met à disposition, l'adresse IP de celui qui récupère la vidéo et en fait c'est une sorte de moteur de recherche qui nous montre les vidéos au fur et à mesure où elles s'échangent par celles et ceux qui s'échangent non officiellement des vidéos. Donc on est ici en même temps face aux spectateurs, mais comme aussi face à une sorte de surveillant de ceux qui s'échangent dans le monde, de ceux qui échappent au radar de celles et ceux qui voudraient contrôler ces échanges. Qui n'a pas regardé un film sur DVD où on voit au début une femme qui se fait voler son sac à main et où on nous explique que copier un film, c'est pareil que voler un sac à main. J'en suis pas tout à fait convaincu. Et c'est Nicolas Maigret, un artiste français. Je continue sur la question là de la surveillance, c'est-à-dire que j'envisage ici des problématiques qui sont sociétales. Et on va aller, avec cette valise, voir ce qu'ont fait de cette valise les artistes. Ça s'appelle Surveillance Chess. Les artistes, un duo, Medienruid Bitnik, garçon et fille, et on va voir une jeune femme qui va dans le métro londonien il y a quelques années, 2012, durant les Jeux Olympiques. Fort stress des surveillants derrière leur pupitre, dans leur salle de contrôle, de la police, on peut l'imaginer. Et on va voir ici arriver une jeune femme à gauche avec une valise jaune, ouvrir la valise et avec les composants de la valise, hacker. On est ici dans une forme de hacking artistique. Va hacker le système de vidéosurveillance ou plutôt la transmission par voie des airs, wireless. Et d'ailleurs, on pourrait, avec leur technologie, marcher dans la rue. J'ai l'intime conviction qu'on pourrait tomber sur la caméra d'un épicier qui peut-être de sa caméra à son ordinateur, ça passe sans câble. On pourrait tomber sur des gens qui surveillent leur enfant et ça passe aussi par les airs. J'ai un ami artiste d'ailleurs qui utilise des moteurs comme ça et qui s'interdit de prendre les médias où on voit les enfants. C'est lui qui s'auto-censure finalement. Et elle dit à celui qui surveille, qui ne se doute de rien, j'ai hacké ta caméra, je suis noir, tu es blanc, appelle-moi à ce numéro, envoie-moi des informations, jouons aux échecs. Ils nous le disent. Personne n'a voulu jouer aux échecs dans ce contexte de hacking. On peut deviner
les gens payaient pour surveiller dans le métro, avoir tout à coup une caméra qui fait un petit peu comme dans Mission Impossible, et tout à coup qu'on lui parle, personne n'a osé jouer aux échecs. Mais c'est ici aussi sur l'idée d'un possible renversement de la surveillance, de surveillance renversée. Ce sont les artistes qui surveillent ceux qui nous surveillent, et là on commence à se poser la question, que se passe-t-il ? Je continue mes exemples pour évoquer ici une autre problématique sociétale qui est la nature, l'art et la technologie. En fait, je m'amuse ici à faire des relations entre art, technologie et un mot-clé. Tout à l'heure, c'était surveillance, là, c'est nature. Et là, c'est Marcus Kaiser, qui a été là où il y a du soleil, le désert, qui a été là où il y a du sable, le désert, et qui se dit, je vais amener ma machine pour, de manière autonome, sans ajout d'électricité, capturer la lumière du soleil pour en faire de l'électricité, prendre un bol de sable pour le mettre dans ma machine, et façon impression 3D, je vais, utilisant dans le désert ce qui existe à satiété, récupérer la lumière du soleil pour en faire de l'électricité, et puis monter une sorte comme ça de dispositif pour faire fondre le sable. Rappelons que du sable, la silice, le silicium, nos cartes dans nos ordinateurs. Et ici, finalement, faire un bol ou un objet. Là, c'est un objet. Il l'a fait aussi avec un bol qui n'est pas particulièrement intéressant dans sa forme. C'est un bol plutôt grossier d'ailleurs dans son détail. Mais le musée d'art moderne de New York, au travers de son département architecture et design, a acheté le bol, a acheté l'idée, a acheté la photo, a acheté la vidéo. Et ici, finalement, il va faire un objet un peu plus complexe, voilà, un peu rêche dans son niveau de détail. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été fait de manière autonome, sans apport d'électricité, sans apport de matière autre que celle qui est dans le désert. Donc là, on est sur la question de quel monde on se prépare à faire demain. Peut-être des villes qui émergent dans le désert, comme ça a été le cas avec Las Vegas, comme c'est le cas aujourd'hui aux Émirats arabes, et qui vont peut-être consommer énormément d'énergie à une époque où on en a moins, ou peut-être il faudra comme ça s'auto-satisfaire et repenser le monde dans lequel on vit. Donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui des artistes qui sont entre art, technologie et innovation qui vont poser ces questions, notamment ici, liées à la nature et de ce que l'on en fait. Ici, je veux évoquer la forme relationnelle. Il va bientôt y avoir une exposition à Montpellier par un curateur important, à mes yeux, très important, je ne suis pas le seul, et qui s'appelle Nicolas Bourriaud, qui dans les années 90 a écrit un livre et qui s'appelle l'esthétique relationnelle. De son côté, un artiste et théoricien, Jean-Luc Boissier, a théorisé, lui, sur la forme de relation. Ici, je veux évoquer l'idée de relation de l'œuvre à l'autre, de l'un à l'autre au travers de l'œuvre, ou de l'idée de projection. Ça, c'est une machine de Arcangelo Sassolino qui s'appelle Elisa. Et Elisa, c'est une espèce de membre malade, sans doute empruntant à une machine et à une autre d'ordinaire que l'on connaît jaune ou orange pour les travaux publics, et ici, qui est comme agonisante. Et moi, je trouve qu'elle nous fait peiner, cette machine qui n'a d'autre usage que de gratter le sol, qui n'a pas été faite pour ça, et qui va, pendant tout le temps de l'exposition, essayer comme ça, moi qui me fait penser à ces corps vivants dans un alien, n'ayant qu'un bras, une jambe, un bras-jambe, une forme de monstruosité. C'est ce à quoi me fait penser cette machine recomposée de membres démembrés
de différentes machines et qui ici ne sert à rien. Et c'est dans sa forme d'agonie qu'elle nous questionne sur notre rapport aux machines. Et évidemment que je me projette là. Finalement, on a assemblé une machine avec différentes composantes et on se demande à quoi elle sert. Il n'y a, je pense, que dans l'art qu'on peut penser des machines qui ne servent à rien. Random International, la Rain Room. C'est Andy Warhol encore qui, à la fin des années 60, a créé une raining machine. Ici, c'est une Rain Room. D'ailleurs, Andy Warhol avait travaillé au LACMA et cette œuvre a été aussi exposée au LACMA. Là, je pense que c'est dans la curve du Barbican Center. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Random International sont des artistes qui ont inventé une machine à faire de la pluie, avec une particularité qui fait que quand le public passe sous la pluie, il ne se mouille pas. On a tous entendu dire un jour « je suis passé entre les gouttes ». On pense aussi à Moïse qui contrôle les éléments. On pense un peu à ce qu'on veut finalement devant ces œuvres. Et je dis, moi, en commissaire ou médiateur, parlez avec votre cœur, dites ce qui vous passe par la tête quant à l'œuvre. On va voir ici un des artistes ou un public marcher sous la pluie sans être mouillé parce qu'il y a des capteurs, comme il pourrait y en avoir ici, et qui pourraient contrôler les buses de chacune de ces gouttes et donc l'arrêter au-dessus de nous. Donc il y a quelque chose ici qui nous parle du contrôle des éléments. On pourrait le faire à plusieurs. On pourrait, si on était une centaine, tous en même temps, arrêter la pluie. Et en même temps, on sait que depuis longtemps, les agriculteurs savent arrêter la pluie ou pousser la pluie, que celui qui contrôlait la pluie, on a des chants, des incantations comme ça aussi dans le désert pour appeler la pluie quand on l'attend, en temps de sécheresse. Donc, contrôler les éléments, c'est un rêve des humains depuis toujours. On commence à y arriver aujourd'hui. On arrive même à assécher des mers. Je crois que c'est la mer d'Oural qui est devenue toute petite. Donc on contrôle les éléments pour le meilleur et pour le pire. Je passe maintenant à une autre pièce, toujours avec une forme liquide, sur l'échange. Cécile Babiol, Jean-Marie Boyer, deux artistes français. C'est une œuvre que j'ai découverte à Wrocław, en Pologne. Et c'est une œuvre qui s'articule autour de l'usage d'un langage qui a disparu, a priori, depuis longtemps, mais pour autant qui était un des premiers langages de communication à distance. Et là, on va voir cette œuvre où on découvre une machine, une autre. Ces deux machines communiquent entre elles comme les deux premiers ordinateurs ayant été mis en réseau à la fin des années 60, réseau Internet, ou comme peut-être les deux premières machines ayant été mises en réseau. Je crois que c'est la fille de Morse qui a dû trouver une phrase, quelque chose comme ça. Ces premières phrases, en général, sont rarement dans l'histoire. Hein. C'est peut-être « Hello World » ou quelque chose comme ça. Et ici, en fait, la machine encode du Morse tapé sur un clavier en bleu transparent, bleu transparent, bleu transparent, liquide, pas liquide, liquide, pas liquide, liquide, pas liquide. À l'école, comme tout le monde, j'ai appris un jour, et qui, m'a-t-on dit, voulait dire SOS. Je crois que c'est à peu près ce qu'on doit seulement savoir en Morse. Ici, on peut taper des phrases entières. Ça nous renvoie à l'un des premiers langages qui appelle celui du langage des machines, celui binaire, long, court, blanc, noir, électricité, pas électricité. Hello, I am Olga, qui s'éleva. Bonjour. Et lui, c'est un des deux artistes, Jean-Marie Boyer. Donc ici, on utilise un langage qui nous renvoie à il y a bien longtemps, avant même les machines, avant même les réseaux, ou dans les premiers réseaux.
mais aussi pour sa part d'erreur, c'est-à-dire qu'ici, à Yam Piotr, ok, il n'y a pas d'erreur. Mais au bout d'un moment, les têtes de lecture vont s'encrasser un peu et générer de l'erreur. Et là, c'est ce qui va évidemment intéresser le public, qui va voir dans ces erreurs des machines comme ça, incapables de communiquer entre elles sans erreur, et qui nous voient à une époque bien lointaine où les machines comme ça pouvaient transmettre des erreurs. Quoique nos machines, parfois, aussi transmettent des erreurs, nous transmettent des erreurs, not found, vous avez mal éteint votre ordinateur, etc., etc. Ici, un artiste s'appelle Patrick Tressette. Là, j'ai mis règles du jeu, puisque l'artiste établit des règles du jeu et puis pourrait partir. Et là, c'est la machine qui fait l'œuvre seule, mais le public doit jouer le jeu. Ici, il y a le modèle, impatient. L'artiste pose les feuilles à 4, méticuleusement, va taper sur la table comme ça, et les bras robotiques français, Patrick Tressette, qui travaille à Londres, vont se mettre à dessiner. Et en fait, on est face ici à un être humain qui joue le rôle du modèle, mais ce n'est plus un humain qui dessine, c'est une machine. Ce n'est pas une machine, c'est 5 machines. 5 machines robotiques avec un big cristal, exactement le même que celui-là, mais qui savent mieux dessiner que moi et qui dessinent tout un petit peu différemment. Et le public ici va se projeter en disant « Ah, celle-là, celui-là, c'est là qu'on considère que la machine est féminine ou que le robot est masculin. Celle-là est plus nerveuse, celui-ci est plus lent. Ah, celui-ci a terminé. Je peux décrocher la feuille, le poser sur le mur. » On va pousser un petit peu plus loin et on va voir que finalement, les robots Paul dessinent plutôt pas mal du tout. Celui-là est plus nerveux. Ah, vous voyez, finalement, je l'humanise à ma manière. Ah, celui-là est pas mal. Et elle joue le rôle comme on joue le rôle place du Tertre face au Centre Pompidou. Donc ici, il y a une forme de relation qui s'établit sans l'artiste entre eux. Le modèle et la machine, le robot, qui finalement devient artiste. Là, je continue avec Jean Dubois, artiste montréalais, donc québécois, qui a une pièce qui s'appelle Tourmente. Et là, je parle de la ville comme atelier, puisque cette pièce a été pensée pour l'espace public, même si j'ai une vidéo qui n'est pas forcément en espace public. Mais où l'idée, c'est qu'on peut aujourd'hui appeler une œuvre au téléphone. On peut aujourd'hui, dans l'espace public, faire autre chose que d'appeler pour acheter à 9,99 € un service ou je ne sais quoi. Et ici, on va voir des gens qui soufflent dans leur téléphone. Lui, c'est Jean Dubois qui parle de son travail. Et ici, c'est une jeune femme dans l'image. Et on peut appeler au téléphone et on peut souffler. Et en soufflant, ça va activer la vidéo. Ou disons que les gens ont préalablement été filmés, recevant un flux d'air très puissant, comme ceux pour tester nos automobiles et leurs lignes et leur taux de pénétration dans l'air. Et ici, c'est le public qui participe, et on peut même participer à plusieurs, et être 1, 2, 3, 4 membres du public, et souffler diversement, et c'est ralenti, j'accélère de façon à ce que l'on recompose une grille parfaite. Et quand ils sont comme ça, d'une forme de sérénité, de l'après-tempête, de l'après-ouragan, c'est tout simplement le moment où ils ont reçu un fort courant d'air et qu'ils sont comme ça dans le moment de l'après. Et là, l'artiste nous explique en anglais, avec son accent français, québécois, que ces pièces-là, il les pense pour l'espace public comme participatives et considère que
quand on rentre en voiture dans Paris, si on prend le périphérique d'un côté comme de l'autre, on va avoir, il y a des endroits plus d'ailleurs que d'autres, énormément d'affichage, de plus en plus lumineux, Samsung, Apple et les autres, qu'on pourrait aussi envisager d'y mettre des œuvres d'art. Alors, je continue avec 5 pièces dont je vais parler rapidement au travers uniquement des images. Dans une partie que j'appelle Au-delà du digital, c'est le titre de la conférence, c'est le titre aussi de la dernière partie, où ici, ce qui m'intéresse, c'est que ce rond noir là nous dit le procédé utilisé. Il n'y a personne sur ce terrain de tennis. S'il y avait eu du monde, ils auraient disparu. Comme dans la photographie célèbre de Daguerre, rue du Faubourg du Temple, où seul celui qui se fait cirer les chaussures, parce qu'à l'époque, la photographie induit que l'on prenne le temps de prendre la pose et de faire l'image, sauf que là, l'artiste a utilisé un procédé très contemporain, mais qui éradique toute présence humaine qui ne serait pas figée, puisque ça prend du temps. Et qu'en fait, ce n'est pas un appareil photographique, c'est une photographie sans appareil ou une photographie des appareils. Ça s'appelle Territoire circonscrit, Thibaut Brunet, reconnu dans le monde de l'art contemporain, très connu dans le monde de la photographie, mais qui ne fait pas de photos, ou plutôt qui fait des images, ici avec un scanner posé. Le scanner peut scanner tout, sauf là où il a le pied, comme le pied de la caméra ici. Ça, c'est une pièce de Marion Ballack, qui a constaté que sur Google Street View, les représentations de Dieu, ici et là, de par le monde, sont aussi floutées. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est à Las Vegas. Ça, c'est en Malaisie. Au Japon. En Pologne. Donc ici, le point commun entre ces représentations de quelques déesses et dieux, c'est que leur visage a été flouté pour protéger leur anonymat. Étrange. Bon, et évidemment que ce n'est pas quelqu'un qui a décidé de flouter, c'est le dispositif automatique de Google qui fait de son mieux, qui le fait d'ailleurs plutôt très bien, mais qui ici confond les dieux et les humains. Et ça, c'est intéressant de confondre les dieux et les humains. Il n'y a finalement que dans la Grèce antique où on pouvait envisager de confondre les dieux et les humains, les dieux descendant parmi les humains envoyés parmi les dieux. Et en même temps, ça nous renvoie aussi au test de Turing, qui au départ voudrait dissocier les hommes et les femmes et qui après essaye de dissocier les humains et les machines. Et d'ailleurs, régulièrement, on nous demande de cocher « je ne suis pas un robot » avant de souscrire à un service. J'adore cette phrase. Êtes-vous un robot? Des fois, j'ai envie de répondre oui. Évidemment, si je réponds oui, je ne pourrais bénéficier du service. Ça, c'est une sculpture à l'ère du numérique par Barry X. Ball, artiste américain, Brooklyn, qui a eu la chance de rentrer un jour au Louvre, un mardi, c'était fermé, et de scanner l'hermaphrodite, qui est une sculpture copie romaine d'un original grec, retrouvée à la Renaissance et au travers de fouilles archéologiques, et l'on va confier au sculpteur Bernini le fait de faire le matelas de cette sculpture et aller au Louvre. D'ailleurs, lorsque les groupes viennent voir de dos puis de face, c'est toujours avec un léger sourire qu'ils repartent, puisqu'elle a un corps de dos plutôt féminin et de face plutôt masculin, évidemment, puisqu'elle est hermaphrodite. Et en fait, c'est une question, la question du genre, qui est une question aujourd'hui encore résolument contemporaine, mais qui ici est traitée au travers de procédés numériques, de contrôle numérique, de machines à contrôle numérique en usine, et qui va être poli. Et ici, le marbre vient de Belgique, noir, poli de manière différente, de façon à ce qu'on dissocie le matelas qui est fait par le Bernin de ce corps sculpté, on ne sait par qui, mais à des périodes différentes. Donc on a ici la Grèce antique, la Rome antique, la Renaissance,
la période contemporaine, de cet artiste qui va recomposer une sculpture avec le même bloc de marbre, alors qu'initialement ce sont 2 blocs de marbre. Bury X. Ball. Ici, des œuvres de Wade Gayton, des noirs sur de la toile, qui pourraient nous renvoyer à la peinture minimale américaine, Ad Reinhardt et quelques autres artistes du noir total, du noir obscur, aussi peut-être même du français Pierre Soulages et de son outre noir. Et on remarque ici une ligne entre les deux. En fait, cette ligne, elle est imposée par la taille limitée par Epson sur ses imprimantes. Au départ, l'artiste imprimait une de ses œuvres. Ayant reçu un matériau, un support par trop lisse, avec une encre qui maculait, il a décidé de faire un carré de noir et de repasser sa toile pour obtenir un noir plus pictural à la fin. Et finalement, c'est devenu son travail. Son œuvre contemporaine est née d'une erreur de livraison, d'une erreur de la machine. Et ici, cette ligne naît de la limite de la largeur de lait chez Epson. Elle est passée une fois, repassée une deuxième fois, exposée ici chez Chantal Croussel, où le sol de la galerie de Chantal Croussel a été peint en noir, comme l'atelier de l'artiste, pour qu'on voit la poussière et que quand le rouleau tombe au sol, ça ne prenne pas davantage la poussière. Et je terminerai avec cette œuvre de Frédéric de Wilde, qui un jour a clamé à Ars Electronica « J'ai inventé le noir le plus noir du monde », au même titre qu'un jour Yves Klein avait inventé le bleu le plus profond du monde. Yves Klein, en son temps, a travaillé avec un marchand de couleurs, un chimiste. Frédéric de Wilde, en son temps, a travaillé avec des chercheurs aux États-Unis dans un laboratoire de recherche, ici en collaborant avec la NASA, et obtient une valise, nous renvoyons encore une fois possiblement à Duchamp et sa boîte en valise, et dans cette valise un disque d'un noir plus noir que le noir. D'un noir qui, s'il était utilisé pour texturer ce verre n'aurait plus aucun reflet et disparaîtrait du réel, ou plutôt serait réduit à l'état de silhouette, de trou dans le monde. Ici, cette valise, l'ayant vue pour de vrai, je vous le dis, on voit comme un trou dans la valise. Et en fait, il a utilisé ce qu'on appelle les nanotubes de carbone qui sont collés les uns aux autres à échelle nanométrique, si près que la lumière est comme prisonnière. D'ailleurs, sa première œuvre s'appelait Hostage. Et ça, c'est pour dire qu'en sculpture aujourd'hui, comme en peinture, on vient de le voir en peinture ici, en sculpture là, en sculpture ici encore, avec les technologies on va dire accessibles à tous, les imprimantes Epson, les traceurs, ou ici les technologies qui intéressent les industriels et les artistes, puisque Anish Kapoor a acheté un procédé de noir avec un indice de réflexion très faible comme ça pour en faire des œuvres. On est ici sur des œuvres de peinture, de sculpture, de vidéo, etc., simplement d'artistes contemporains à l'ère du numérique. Merci à toutes, merci à tous. Hein ? Merci.